racisme. Le truc, c'est que souvent, j'ai vu des remarques sur. J'ai entendu à la télé, j'ai lu dans des articles des remarques sur tel auteur raciste, machin et tout. Mais ce qu'on oublie, c'est que, en fonction des époques, le niveau de ce qu'on peut se permettre d'exprimer est différent. Il y avait une époque où on n'employait jamais bien le terme noir, on était tout en nègre. La revue Nègre à Paris, par exemple, avec est-ce que Nègre était pas quelque chose? Je ne sais pas pour rien. Aujourd'hui, cette personne est venue. Pas du tout, de toute façon, puisqu'il était dans les manuels scolaires. Donc ce que je veux dire par là, ça faisait partie du vocabulaire courant. Moi j'ai connu mon grand-père qui est encore vivant il y a quelques années, qui a employé ce mot sans aucune pensée, mais parce que c'était le mot qu'on lui avait dit d'employer, enfin qu'il avait, même pas qu'on lui avait dit d'employer, c'était le mot qu'il utilisait depuis l'âge de 4 ans pour un Africain noir vivant en Afrique. Enfin, bon. Donc je pense qu'il faut revenir aussi dans les contextes. Mais ce qui m'ennuie un peu dans la discussion là, c'est qu'on est un tableau rond sur les chroniques, on est en train de parler de racisme. Alors moi, ça fait des années que j'essaie d'expliquer qu'il y a une grande différence entre l'Uchronie et le négationnisme. Et ça m'ennuie qu'on donne un peu trop de valeur à ces éventuels écarts, mais qui sont intéressants, et qui sont quand même assez éloignés de l'outil ou du genre qui nous intéresse. Alors pour terminer là-dessus, maintenant, justement, c'est pour ceux que ça intéresse d'avoir une vision justement quelque peu décalée par rapport à ces années 20-30, et ensuite je reviendrai plus là-dessus. Je recommande fortement la lecture d'une, je suis même pas sûr qu'on puisse utiliser le terme bande dessinée, un ouvrage qui vient de sortir chez Millennium Graphics, où le Dr. Rockborg présente Victoire, qui est une relecture, pour ainsi dire, vraiment du pulse de la science-fiction des années 20-30, si ils avaient réussi à obtenir la technologie à coup de ray-gun, de rayons laser, de tombes gigantesques telles qu'on les fantasmait. Le texte est à mourir de lire et l'œuvre en tant que telle est extrêmement subtile. Mourir de lire. Ah pardon, le texte est à mourir de rire. Il faut vraiment le... Mais oui, effectivement, on peut aussi... Joli. Dans un genre un peu équivalent, il y a quand même un truc que je voudrais signaler, c'est le générique du film Watchmen, où ils arrivent à nous mettre toute l'Uchronie sur les super-héros en l'espace d'une minute 30, avec tous les détails, et donc le spectateur est dans l'Uchronie sans aucun problème, alors que dans la bande dessinée, il avait fallu, à la fin de chaque fascicule, il y en avait 12, 3-4 pages de texte écrit pour détailler. Alors, je passe le micro à Laurent, ensuite je le reprendrai. Je pense qu'on pourra demander au public s'il a des questions à poser. C'est un peu lointain, c'était juste, je voulais donner mon avis sur Rêve de Fer, qui pour moi fait partie des uchronies principales. Enfin, pour moi, si on me demande de citer quelques uchronies parmi mes préférés, parce que même si j'ai pas voulu écrire une uchronie, j'en ai vu, Rêve de Fer en fait partie, et enfin, moi, tel que je l'ai ressenti à la lecture, je pense qu'il n'y a aucun doute sur ce que voulait Spinrad, ce que voulait dénoncer Spinrad, et voilà, il a utilisé l'Uchronie comme un outil. Voilà, pour dénoncer ça, et la lecture du texte central, effectivement, totalement nauséeuse, je vais dire, de thèse qui fait penser à un autre auteur qui a créé la scientologie. Moi, ça me fait penser à des parties de Ronnie Barbe dans Terre Champ de Bataille. On a les mêmes relents de surhommes, de races inférieures, etc. Voilà. Alors, J'incite à le lire. Il faut. Pour terminer, je demanderai à chacun s'il y a éventuellement justement une uchronie qui l'a marqué en tant que lecteur. Et une dernière question à laquelle vous pourrez répondre aussi, c'est est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'une explosion du genre, on n'a pas justement un genre qui a multipliant les supports, que ce soit, comme le dit Sébastien Eric, tous les styles de littérature, les films, les bandes dessinées, les comics, le manga, j'en passe des meilleurs, c'est finalement petit à petit implanté et se permet, comme ton œuvre, justement de traiter au fur et à mesure que le temps passe, deux thèmes qui, il y a peut-être 10 ou 20 ans, n'auraient pas été traités comme tu l'as fait. Ouais. Je sais pas, en tout cas ce qui est clair, c'est que, mis à part un truc que j'ai pas lu, Eric va être seul à voir, il n'a jamais eu d'Uchronie sur la vérité. C'est tout est dégonflé, ils n'ont pas osé. Si, malheureusement, ça été bien avant toi. Parce que là, je suis obligé d'employer uchroniste, c'est pas un livre négationniste, c'est une uchronie négationniste. On peut aussi écrire, comme c'est un outil,
un livre négationniste en utilisant Point de divergence. Voilà. Donc c'est une uchronie de la nostalgie de l'OS, qui est sorti sous le manteau il y a quelques années. Bon, donc je ne le mets pas dans la même catégorie, mais Roland, qui a mis beaucoup de temps à coucher son livre, s'est fait entre guillemets griller la primeur par un confini. Bon voilà, c'est bon, je suis fini, c'est bon. Donc peut-être que normalement je passerai par les armes, mais j'assume. Donc voilà. Alors bah, je te répondrai à la question, je donne le micro puis je le passe, ça sera vite fait. Trois, bon, je vais donc pas dire un, je vais dire trois, mais je vais faire vite. Le premier que j'ai lu, l'homme qui était apparu de Piper, que je réponds à chaque fois qu'on me pose la question depuis maintenant 35 ans, parce que c'est épistolaire. Le deuxième, c'est les textes de l'écrivain brésilien Gerson Lodi Ribeiro, parce que c'est les plus originaux à mes yeux, puisqu'il regarde une carte du monde où c'est le Brésil qui est au milieu et pas la France, donc ça change déjà tout quand on écrit. Et puis le troisième, parce que ça m'a ouvert les yeux il y a une quinzaine d'années, que j'utilise beaucoup en pédagogie, parce que finalement tout le monde en rêve, et je suis sûr que vous allez tous rêver. C'est le rêve de Babar, ce dessin animé, où Babar, sa maman n'est pas morte. Hein. Donc quand même, tous les enfants du monde ont rêvé que la maman de Babar ou Bambi ne meure pas, et il y a quand même quelqu'un qui l'a fait, il était temps, merci beaucoup. Moi, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, mes bouquins sont tellement sur le bord de l'Uchronie qui sont en fait à l'extérieur. Et donc l'exemple que je citerai forcément ne sera pas l'Uchronie non plus, mais ce sera justement l'état d'esprit qui est, je pense, le plus proche du mien, mais enfin une fois mieux réussi. C'est toute l'œuvre de Léo Perroux, en fait. Moi, c'est ça que j'avais en tête quand j'ai écrit le bouquin. C'est des livres que j'adore, et donc les Suédois, Juliette Bernard, L'homme du jugement dernier, Marc Collier, etc. Donc c'est vraiment un jeu avec l'histoire, toujours à la limite du fantastique, mais qui ne sont pas des uchronies, même si ça sort de la réalité. Vous voulez une uchronie? Moi, je vais en citer plusieurs. Moi j'en citais trois, parce que c'est en gros les trois premières que j'ai lues. L'Empire du Baphomet de Pierre Barbet, où les croisés continuent jusqu'à envahir la Chine. Évidemment, Rêve de fer, parce que là, je me suis pris une claque, et puis je me suis dit, finalement, on peut parler du nazisme, ce n'est pas ça. On peut même faire des choses intelligentes dessus. Et la troisième, c'est bête, c'est pas très original, c'est le maître du château. Parce que c'est là que j'ai découvert le liquide. Je me suis dit que quand même, il fallait vraiment gonfler pour faire une uchronie, on détermine les événements entièrement liquides. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est liquide, c'est un oracle chinois. On jette des bâtonnets, ça fait des hexagrammes, et après on obtient. Moi, pour ne pas faire original, je vais citer la première que j'ai lue quand j'étais ado, qui est La Porte des Mondes de Robert Silverberg, qui est magnifique. C'est une aventure absolument prodigieuse qui t'entraîne, en tout cas en tant qu'ado, ça m'avait entraîné très loin. Après, il y a Rêve de fer et son pendant dont Eric a parlé, qui s'appelle Fatherland de Harris, qui est absolument prodigieux. Moi, j'affectionne particulièrement parce qu'en plus, c'est vraiment quelqu'un qui utilise l'Uchronie comme un outil pour en faire à la fois une dénonciation du nazisme, effectivement, mais alors un polar, une angoisse, vraiment. D'ailleurs, il y a un téléfilm qui en a été fait, qui est hélas raté, bien qu'ils aient pris l'excellent Rutger Hauer, mais il y avait matière à un scénario absolument. C'est un scénario magnifique. Oui, mais peut-on tout montrer à la télé? C'est vrai aussi. Et le dernier, qui est aussi, j'en cite un dernier, qui est un truc un peu particulier, de Thorsten Scott Card, qui s'appelle La Rédemption de Christophe Colomb. Oui, ça en fait partie. Voilà, qui est un livre absolument génial, où dans un futur éloigné, on découvre les gens qui parviennent à voir dans le passé ce qui s'est pu se passer dans le passé, et ils découvrent qu'il y a des gens qui sont intervenus sur le passé. Donc ils vont chercher pourquoi, et puis après ils vont chercher à faire pareil. Et c'est absolument génial. Voilà. Et avec vraiment une réflexion sur la civilisation, sur l'humanité, c'est vraiment à lire absolument. La rédemption de Christophe Colomb. Là, tu fais chier. Alors, ce que j'allais dire, donc, Fatherland, un peu pour les mêmes raisons. La Porte des Mondes, un peu pour les mêmes raisons. Notamment, je voulais trouver une troisième pour faire un peu original. Et je pensais à cette nouvelle qui ouvre l'entrée de Mozart en verre miroir de Gibson. Continuons bien. Que j'adore, et avec parce que derrière en plus il y a toute cette esthétique années 30 à la Overland que j'adore,
et qui est vraiment du Uchronie Express, hein, parce que c'est une dizaine de pages, hein, c'est très très courte, mais vraiment très très bonne. J'en ai encore un, c'est vraiment important, c'est le livre le plus simple d'Éric, les 50 questions sur l'Uchronie, parce que c'est un livre que tu lis, pourtant c'est un essai, hein, donc voilà, c'est érudit, mais par contre, toutes les 2 pages, on a envie de tourner la page en se disant celui-là, là, il faut que je le lise. Celui-là, je ne le connais pas, il faut que je lise toutes les 2 pages, c'est ça. Donc merci Éric. Sinon, je pense à une ultime Uchronie, et pas à une œuvre littéraire. La réécriture permanente de l'histoire dans l'Union soviétique avec la disparition des photos de dirigeants qui avaient été exécutés en envoyés en Sibérie. C'est quand même génial parce que là, on a une Uchronie en perpétuelle évolution. Et je crois que ça ne s'est jamais passé nulle part ailleurs avec autant de panache et d'efficacité. Au début, c'était assez discret, mais à la fin, tu avais quand même un groupe de 2 là, 3 là, 4 derrière au 3e plan et personne devant. Et quand à la fin, tout le monde chantait et je criais, Lénine, pour qu'il revienne. D'ailleurs, ça nous permet de parler de cette affiche, absolument magnifique de Manchou, mais à l'origine, tous les membres de la table ronde y étaient. Alors, maintenant, public chéri numéro, pour pasticher quelqu'un, je vais vous passer le micro et c'est à vous de poser des questions que vous voulez. Quelqu'un ?